Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler des X-Men. Alors vous vous attendez sûrement à ce que je vous parle de la série X-Men 97, qui est récemment sortie sur Disney+, et qui fait, comme vous le savez, un véritable tabac. Et pour cause, puisque c'est une sorte de réinterprétation du célèbre dessin animé X-Men des années 80. Mais il faut savoir qu'en tant que gamin des années 90 que je suis, je n'ai pas tout à fait grandi avec cette série, mais bien avec une autre série X-Men, celle-là méprisée, celle-là humiliée, celle-là oubliée, même raillée, une série dont personne ne parle et que personne ne respecte, j'ai nommé X-Men Evolution. Mais voilà, j'ose le dire, cette série est non seulement bonne, mais elle est surtout, à mes yeux en tout cas, la meilleure série X-Men de tous les temps, et oui, les mots sont lâchés. X-Men Evolution, c'est un peu le petit bijou de l'univers des X-Men, et qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait à l'époque. Lancée au début des années 2000, cette série reprend l'univers des X-Men en introduisant la plupart des personnages phares de la franchise pendant leur adolescence, et c'est un peu le concept. C'est donc un mix génial entre les péripéties d'adolescents au pouvoir extraordinaire et des enjeux bien plus vastes, qui est donc effectivement propre à l'univers Marvel, le tout enrobé d'un style d'animation assez unique et surtout accrocheur. Et donc en gros, et pour faire simple, c'était de la balle. Et ce qui rend X-Men Evolution si spécial avant tout, c'est sa capacité à présenter des histoires complexes et des personnages bien développés, tout en restant fidèle à l'esprit des comics malgré tout. Loin de n'être qu'une simple série pour enfants, elle explore des thèmes profonds comme l'acceptation de soi, la discrimination, tout ça. Bref, vous connaissez les bails, et c'est précisément pour cela que premièrement, je vais tenter de vous expliquer par A plus B les raisons pour lesquelles je considère cette œuvre comme étant la meilleure série X-Men ever, en tout cas en termes d'animation, pour ensuite, dans un deuxième temps, me concentrer sur ce que je considère comme étant les meilleurs moments et les meilleurs épisodes de cette série. Cette série, hélas, encore une fois, bien trop méconnue. Alors donc, on va parler des trucs qui font que cette série casse la baraque. Bon, déjà, le premier élément remarquable de la série, c'est qu'elle a introduit pour la première fois le personnage de X-23. Alors, bien que le personnage soit devenu un acteur majeur depuis dans l'univers Marvel, X-23, donc le jeune clone féminin de Wolverine, entre guillemets, a fait ses débuts dans X-Men Evolution avant tout. Et oui, le personnage s'est révélé si populaire qu'elle a rapidement fait le saut vers l'univers Marvel principal avant de finalement endosser le manteau de son père adoptif après le comics La mort de Wolverine, et de devenir bien connu du grand public, surtout grâce à son rôle dans Logan, le fameux film, effectivement. D'ailleurs, clairement, on peut comparer X-23 avec Harley Quinn, qui a également fait ses débuts dans un dessin animé, j'ai nommé bien évidemment, vous le savez, la série Batman de 92. Et donc après ça, Harley Quinn devint un des persos les plus populaires de l'univers Batman, exactement comme X-23. Bon, c'est donc cette première apparition de X-23 qui a établi la différence clé du personnage avec Wolverine, elle qui possède deux griffes en adamantium sur chaque main et une sur chaque pied, et qui donc dépeint X-23 comme un clone formé dès la naissance, comme une arme pour l'Hydra. Blâmant Wolverine pour la douleur qu'elle a éprouvée, X-23 essaie initialement de le tuer avant de se rendre compte que celui-ci n'a en fait rien à voir avec sa création et à ses traumatismes. Dans le dernier épisode de la série, le professeur X a une vision du futur montrant X-23 comme devenu un membre à part entière des X-Men. Bon, malheureusement, la série s'est pris une annulation peu après, c'est bien dommage. Bon, le deuxième élément qui est vraiment stylé dans X-Men Evolution, c'est les libertés créatives. Et oui, parce que, soyons honnêtes, les fans qui détestent cette série la critiquent bien généralement vis-à-vis du fait qu'il y a pas mal de liberté créative. Cependant, et je pense qu'il faut le dire, en ce qui me concerne, c'est justement cette volonté de remodeler le mythe des X-Men qui a donné à la série une identité unique. Evolution a choisi d'emprunter et de réimaginer les aspects de la mythologie des X-Men qui servent leur univers tout en introduisant de nouvelles intrigues et des personnages, notamment le neveu de Storm, Spike, et j'en passe et des meilleurs. Et bien que tous les changements de personnages n'aient pas forcément été bénéfiques, des éléments comme Mystique menant une double vie en tant que principal de l'école, et même prendra également effectivement l'identité d'une fausse étudiante qui se liera d'amitié avec Rogue, avec Malicia, tous ces petits éléments-là ont offert au scénariste de nouvelles manières intéressantes d'explorer et d'exploiter les relations entre les personnages. Donc voilà, la plupart des libertés créatives, pour moi, étaient gagnantes en ce qui me concerne. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite de toutes ces libertés créatives. Déjà, on va parler du casting. Alors, la différence la plus notable entre les deux séries, c'est-à-dire la série X-Men des années 80 et la série d'X-Men Evolution, c'est surtout la décision de retourner aux racines des X-Men en faisant de la majorité du casting principal de X-Men Evolution des adolescents. Parce que oui, à l'exception de Jubilé, donc le casting du dessin animé original des années 80 était entièrement composé d'adultes, et la majorité de ces histoires traitaient du rôle familier des X-Men dans la lutte, traitaient du rôle des X-Men dans la lutte contre l'oppression des mutants. Evolution, fait un 180 degrés par rapport à ça, et choisit de raconter des histoires plus similaires à la représentation originale des personnages, donc créés par Stan Lee et Jack Kirby, donc une équipe adolescente des X-Men qui vit dans le manoir des X-Men, avec le professeur Xavier, avec Storm et Wolverine, et éventuellement Beast,
qui leur sert de professeur. Et donc, dans les premières saisons de la série Evolution, l'existence des mutants est un secret. Et les X-Men sont montrés fréquentant une école secondaire régulière, donc de gens normaux, en plus de leurs leçons à l'Institut Charles Xavier. En conséquence, la série raconte souvent des histoires beaucoup plus personnelles, traitant de thèmes comme le passage à l'âge adulte, le fait d'apprendre à être à l'aise dans sa propre peau, surtout avec Rogue, bien évidemment, et vouloir appartenir à quelque chose de plus grand que soi-même. Thème que l'on peut voir effectivement incarné par Scott, mais on peut voir effectivement incarné par d'autres membres de la X-Team. Autre élément qui, pour moi, rendent X-Men Evolution une série de dingue, on va le dire, la confrérie. Donc, clairement, le changement vraiment assez significatif dans X-Men Evolution, ça concerne le traitement de la confrérie. Donc, la confrérie des mauvais mutants, ou simplement appelée la confrérie. Et donc, au lieu d'être présentés, ces méchants mutants, comme des suprémacistes mutants, des terroristes, des méchants pas beaux, eh bien, ces membres-là, et en particulier leur leader, c'est-à-dire Avalanche, donc Lance, sont généralement montrés sous un jour assez sympathique. Bien qu'ils soient régulièrement présentés comme des antagonistes assez standards pour les X-Men dans les premières saisons, les membres de la confrérie sont assez souvent montrés comme des enfants manipulés par des adultes, c'est-à-dire Magneto et Mystique, plutôt que de véritables méchants pas beaux. Et donc, après avoir été abandonnés par Mystique à partir de la saison 2, on verra la confrérie se retirer en grande partie de leur activité malveillante, afin d'évoluer vers quelque chose de plus semblable à une faction rivale aux X-Men. Et malgré donc leur fameuse rivalité continue, les deux équipes travaillent parfois ensemble, pour le bien commun à plusieurs reprises au cours de la série. D'autant plus que Avalanche et Kitty Pryde finiront donc par vivre une espèce de romance. Voilà. Avalanche d'ailleurs allant jusqu'à essayer de rejoindre l'équipe des X-Men à un moment donné, afin de se rapprocher de Kitty. D'ailleurs on en parlera de cet épisode parce qu'il est absolument excellent. Bref, le problème avec la confrérie, parce que oui, la confrérie n'est pas parfaite, c'est que leurs membres sont montrés comme étant complètement surpuissants et surdosés lors de leur épisode d'introduction, mais une fois qu'ils rejoignent la confrérie et qu'on les voit dans les autres épisodes de la série, eh bien, leur niveau de menace est à peine plus élevé que celui de la Team Rocket. Voilà. Par exemple, on va prendre Blob, notre ami Fred Dukes, qui donc, dans le premier épisode où on le voit apparaître, nous semble absolument invincible, où le mec, tu le vois en train de défoncer Cyclope, le mec, il tank les griffes d'adamantium de Wolverine, il explose tout le monde, et pourtant, à partir du moment où il devient un membre à part entière de la confrérie, qu'on le voit limite une fois tous les 2 épisodes, tu le vois se faire hagard par Cyclope, avec un petit coup de laser. Tu te dis, mais en fait, comment ça se passe? Et c'est la même chose pour Vif Argent. Voilà, Pietro. Dans un épisode, tu le vois en mode Golden Flash. Le mec, il défonce tout le monde, il défonce tous les X-Men. Ce qui est normal d'ailleurs, j'ai envie de dire. Le gars, c'est Flash, quoi. Donc forcément, il est tout à fait normal. Donc, il déboîte tout le monde. Je veux dire, le fait de courir à la vitesse de la lumière... c'est clairement peut-être l'un des pouvoirs les plus cheatés qui soit. Donc évidemment qu'il flingue tout le monde. Le problème, c'est que dans l'épisode suivant, tu le vois se faire défoncer par Diablo à coups de chaussures. Je crois qu'il lui envoie une boîte à chaussures dans la tête et tu vois Vif Argent qui perd connaissance. mais tu dis what? Ça n'a aucun sens, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Parce qu'en réalité, et là effectivement, on va parler quand même un peu sérieusement entre nous. Voilà, on se crête les gars. Avalanche, le leader de la confrérie, c'est Barbe Blanche, quoi. C'est clairement Barbe Blanche. Le mec, sa compétence, sa capacité, son aptitude, c'est de faire des tremblements de terre, de faire des séismes, de nanani nana, tsunami. À partir de ce moment-là, c'est bon, c'est réglé. Parce que dans tous les épisodes, à chaque fois que tu vois la confrérie, les mecs, ils se font défoncer en 2 temps 3 mouvements par la X-Team. Je suis vraiment désolé, quoi. Les mecs, je veux dire, franchement, normalement, dans la vraie vie, tu mets juste Quicksilver et Avalanche, et c'est bon, c'est fini. Je veux dire, voilà. Ils débarquent, ils viennent dans l'Institut Charles Xavier, et ils mettent tout le monde à l'amende. Je veux dire, franchement, je suis vraiment désolé. Bon, à la limite, effectivement, il y a le professeur Xavier qui peut les flinguer en leur réduisant leur cerveau en bouillie, mais je suis vraiment désolé à un moment donné, quoi. C'est pas Kitty Pryde, c'est pas Diablo qui va faire grand-chose. Je suis vraiment désolé. Enfin bref. Bon, allez, autre élément qui rend la série vraiment très agréable, en tout cas à mes yeux, c'est Cyclope. Parce que oui, cette série est peut-être la seule ou l'une des seules séries X-Men qui rend justice vraiment à Cyclope. Je veux dire, clairement, là, il est très bien traité. Il passe d'un personnage qui se la raconte un peu au début pour devenir progressivement le véritable leader du groupe et le digne successeur de Xavier, loin de l'image négative véhiculée par les films de Bryan Singer, parce que dans les films X-Men, à chaque fois que tu vois Cyclope en général, voilà, c'est un peu la serpillière du groupe.
Chaque fois, tu le vois se faire hagar un peu partout. Bon, voilà. Alors que pourtant, il est complètement cheaté, le Cyclops. Je veux dire, voilà, si on prend certains comics comme Astonishing X-Men, Cyclops, c'est quand même un gros daron. Je veux dire, la scène où il y a une espèce de méga sentinelle qui débarque dans le jardin de l'académie Xavier, de l'institut Xavier, et tout le monde se fait défoncer, bien entendu, parce que bon, les sentinelles sont complètement cheatés. Et tu vois effectivement, bon, voilà, Scott Summers, Cyclope qui sort tranquille dans le jardin, genre ouais, bon, écoute, casse-toi de mon jardin. Il lui balance une espèce de méga laser. D'ailleurs, le laser est tellement vénère qu'en fait, ça couvre toute la page du comics. Ensuite, tu tournes la page, tu vois la tête de Wolverine en mode ultra choqué, et le mec il dit bon, ok, d'accord, Scott, j'avoue, je t'aime pas, mais je comprends pourquoi t'es le chef. Et juste après, tu retournes la page et tu vois une image de sentinelle complètement dévastée. Tu vois le jardin qui a été complètement rasé juste par un coup de laser de Cyclope. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut représenter Cyclope. D'ailleurs, il y avait aussi un autre moment ultra stylé dans je ne sais quel comics X-Men où tu vois Cyclope qui met à l'amende toute la X-Team. Voilà, tout le monde se fait niquer. Voilà. Ce qui montre effectivement à quel point Cyclope, en réalité, c'est un peu le Batman version X-Men, dans le sens où le gars, il a un plan pour tout le monde, il connaît les pouvoirs de tout le monde, et il sait comment les gérer, quoi. Le gars, le mec, je crois que dans ce comics, quand il se bat contre Diablo, il tire des lasers à l'endroit où il sait que Diablo va se téléporter, quoi. Avant même qu'il s'y téléporte. Le mec, c'est... le mec, il a un QI de 300 000. Et c'est donc ce genre de truc que l'on voit Cyclope faire dans la série X-Men Evolution. Cyclope est mis à l'honneur, et ça fait plaisir. Et d'ailleurs maintenant, parlons du rival de Cyclope, on va parler de Wolverine. Alors, Wolverine, qui, contrairement d'ailleurs à Cyclope, est toujours bien montré d'ailleurs, hein, toujours mis à l'honneur, peu importe les films, peu importe les comics X-Men, bah là aussi, Wolverine est mis à l'honneur, et surtout il est cool et il est mature dans cette série. Loin de l'image standard du rebelle qui balance des one-liners dans les films, et même dans d'autres séries, hein, ce Wolverine est clairement un mec mature, sur lequel tous les élèves peuvent compter, et qui montre une loyauté indéfectible envers Charles Xavier. C'est rafraîchissant, et c'est surtout appréciable qu'il n'y a effectivement plus absolument aucun intérêt amoureux avec Jean Grey. Parce qu'effectivement, ils nous servent pas le sempiternel triangle amoureux entre Wolverine, Scott et Jean Grey, et ça fait plaisir. D'autant plus que, bon, je tiens quand même à le faire remarquer, Wolverine, il a plusieurs centaines d'années. Et voilà, et le truc, c'est que dans cette série, Jean, elle a quoi, 16-17 ans? Elle est 18 à tout casser. Donc ils ont très bien fait de dégager le triangle amoureux, et je trouve qu'on s'en porte pas plus mal, voilà, tout simplement. Bon, maintenant que je vous ai effectivement fait la liste des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette série, on va en parler quand même de mes épisodes préférés et de pourquoi je les aime. Alors, on va commencer avec, il me semble, l'épisode 9 de la première saison, L'Union fait la force. Alors, cet épisode plonge les X-Men et la confrérie dans une confrontation directe, durant une espèce de randonnée sportive, un contexte inattendu qui révèle la dynamique complexe entre les deux groupes. C'est assez marrant parce que les mecs sont effectivement au lycée, je crois qu'ils sont en classe de neige ou un truc du style, bref. Ils forment deux équipes qui doivent effectivement atteindre, je crois, le haut d'une montagne ou je sais pas quoi, et ils arrêtent pas donc d'utiliser leur pouvoir pour battre l'autre. C'est assez sympa. Mais à la limite, ce qui fait que cet épisode est vraiment super, c'est surtout la libération du fléau, la libération du Juggernaut par Mystique, qui donc clairement représente la tension dramatique de cet épisode, car cet adversaire ultra puissant menace l'Institut Xavier lui-même. Et ce que j'apprécie particulièrement ici, c'est la révélation sur la famille du professeur Xavier, puisque le Juggernaut étant son demi-frère, il faut le dire. Et ça enrichit la mythologie autour de Charles Xavier. Et d'autant plus que dans cet épisode, il me semble que c'est la première fois où effectivement la confrérie et les X-Men décident d'allier leurs forces, en tout cas temporairement, afin de vaincre le fléau. Et ça illustre parfaitement comment les crises peuvent unir même les plus grands rivaux. C'est vraiment un super épisode, d'autant plus que, étant donné qu'il est placé vers la fin de la première saison, on voit un peu tous les progrès qu'ont accompli tous les X-Men, et on voit à quel point ils maîtrisent de mieux en mieux leur pouvoir et leur capacité à travailler en équipe, puisque ils sont obligés de travailler en équipe pour vaincre le fléau. Ensuite, on va parler donc de l'épisode 12 et 13, donc le sanctuaire, mais qui est, il me semble, les deux derniers épisodes de la première saison. C'est donc le season final, comme ils disent les Américains. Bref, en tout cas, ces épisodes offrent un regard approfondi sur Scott Summers, qui découvre l'existence de son frère Alex, qui jusque-là, il pensait mort. On voit la première apparition de Magneto, qui jusque-là, on le voyait à peine, on voyait une ombre, voilà, on le voyait limite à la fin de chaque épisode, mais on le voyait jamais vraiment. Le gars, c'est un peu une ombre qui planait sur la série. Donc là, voilà, apparition officielle de Magneto,
il est super classe, et il cherche à créer une espèce d'armée de surhommes, et ça sert effectivement de toile de fond à une introspection sur ce qui différencie Scott de Magneto, et pourtant, on voit que leur choix les rapproche paradoxalement, c'est-à-dire que Magneto veut recruter Scott et les autres X-Men, afin donc de créer une espèce d'escouade pour déboîter l'humanité, et donc d'imposer les mutants comme étant la nouvelle humanité. De toute façon, vous connaissez Magneto. Cet épisode est excellent, et on voit effectivement un Scott Summers en mode Giga Chad, hein, parce qu'effectivement, Magneto a fabriqué une sorte de machine qui, lorsqu'elle est utilisée, améliore les pouvoirs des mutants. Donc effectivement, là on voit un Scott Summers capable de contrôler ses lasers sans pour autant avoir besoin d'une visière ou de lunettes, bref, voilà. Mais à la fin, bien entendu, il comprend que c'est pas la bonne voie et donc il redevient normal. Bref, c'est assez classique mais assez sympa. D'autant plus que la manière dont Magneto décide de sélectionner les meilleurs mutants pour faire partie de son armée, eh bien c'est de les faire se battre. Et c'est donc des épisodes vraiment assez intéressants parce que tu vois tout le monde se battre en fait. C'est donc des duels et le gagnant du duel rejoint Magneto. Donc tu vois bien entendu les combats classiques de Wolverine versus Dents de Sabre, mais on voit surtout des combats qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent, c'est-à-dire Mystique versus Tornade, par exemple. Bref, c'est des super combats, c'est un super épisode, les thèmes sont intéressants, que demander de plus? Allez, on passe à l'épisode 14, donc la révélation. Alors, qu'est-ce que c'est que cet épisode? Eh bien, c'est un épisode où la confrérie, menée par donc Lance, Avalanche pour les intimes, décide que bon, faudrait quand même porter ses couilles, et donc décide d'annoncer au monde entier leur nature mutante, d'affirmer leur identité au grand jour, et d'annoncer absolument à tout le monde que oui, les mutants existent, et qu'en plus, ils sont des mutants. Alors, cet épisode humanise vraiment les personnages de la confrérie, en montrant que, même si effectivement ce sont les méchants de l'histoire, ben, les mecs, ils veulent surtout affirmer leur identité au grand jour, et se faire accepter pour ce qu'ils sont, et arrêter de cacher ce qu'ils sont vraiment. Bon, le professeur Xavier, lui, et d'ailleurs avec ses X-Men, estime que c'est trop tôt pour annoncer à l'humanité l'existence des mutants. Donc voilà, à la fin de l'épisode, on voit le professeur X se la jouer en mode Men in Black, et effacer la mémoire de tous les témoins, et ce qui soulève forcément des questions éthiques sur les limites de la protection de l'identité mutante. Voilà, c'est un épisode vraiment intéressant, on se demande qui a raison, est-ce que c'est les X-Men, ou est-ce que c'est la confrérie? Après tout, les mecs de la confrérie, ils veulent juste s'assumer aux yeux du monde entier pour ce qu'ils sont vraiment, alors que les X-Men craignent leur réaction, voilà, c'est assez intéressant, d'autant plus que tu vois vraiment que Xavier, il est complètement cheaté. Ça aussi, c'est un truc assez intéressant, le mec, voilà quoi, il se la joue de neutralisateur marmol quoi. Bref. Et donc là on passe effectivement à l'épisode 22, et donc il s'agit d'un épisode dont j'ai un peu parlé avant dans la vidéo. On va parler donc de Virée Nocturne. Alors cet épisode se distingue donc par son exploration de la rédemption d'Avalanche. Alors rapidement, Lance, alias Avalanche, décide de se réformer en abandonnant ses potes de la confrérie, et décide donc de rejoindre l'Institut Xavier, ce qui montre effectivement que les premières impressions ne définissent pas toujours nos vraies intentions, les vraies intentions des gens, ou même leur caractère. Le truc c'est que lorsque Lance décide de débarquer chez les X-Men, bah personne ne le croit, à part Charles Xavier, et à part Kitty, puisqu'elle aime bien Lance. Voilà, mais tout le reste, les Scott, les Wolverine, tout le monde, ils le regardent un peu voilà, d'un sale œil en mode qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut ce bâtard? Et donc on voit effectivement la méfiance, et surtout on voit les préjugés de Scott et des autres élèves envers Lance, ce qui souligne les difficultés de changer aux yeux des autres, ce qui rend cet épisode particulièrement poignant, puisque là clairement, Lance, durant tout l'épisode, il se fait tracher par Scott et par tout le monde, alors que le mec il voulait vraiment venir, c'est-à-dire que tout le monde parmi les X-Men pense que ouais, il est là mais il y a un plan, il a un truc derrière la tête, alors que non, Lance en a juste marre de la confrérie, il veut juste passer un peu plus de temps avec Kitty, puis voilà, bon voilà, juste passer à autre chose. Sauf que personne l'accepte, et à la fin de l'épisode, malheureusement, Lance décide de se casser, après qu'il ait été injustement accusé d'un crime qu'il n'a pas fait. Allez, on passe à l'épisode 35, donc là effectivement on va beaucoup plus vite, avec donc l'épisode Seul dans la nuit. Alors c'est un épisode où on voit Scott qui a été isolé par Mystique et qui se retrouve dans un désert mexicain ou je ne sais où, sans ses lunettes de protection, ce qui met en lumière sa résilience et son ingéniosité, ce qui offre effectivement une perspective différente sur le personnage, souvent vu jusque-là comme le leader un peu infaillible des X-Men. Donc là on voit un Scott esselé, on voit un Scott évidemment incapable de parler espagnol, donc le mec qui se fait agresser par des chicanos, tu le vois un peu dans la merde. Le mec qui se la joue en mode guts, quand il avait 10 ans, il se fait poursuivre par des coyotes. Voilà, bon, c'est un peu la merde.
Mais petit à petit, tu vois surtout la capacité à s'en sortir de Scott, hein, ses ressources. Le mec, il arrive à s'en sortir, il arrive à contacter les X-Men, et il arrive même à défoncer Mystique sans même la regarder, en se cachant dans les ténèbres et tout ça, bref, voilà quoi. Tu sens que Scott, encore une fois, il a vraiment des cojones. Et il me semble d'ailleurs que c'est dans cet épisode que la relation entre Jean et Cyclops et Scott s'officialise, il me semble, hein, parce que Jean finalement viendra aider Cyclops, et il me semble qu'à partir de là, leur couple serait officiel. D'ailleurs, autre chose aussi qui est vraiment bien dans cette série, c'est que Jean Grey est montrée comme étant très compétente. Ce qui n'était pas le cas, il me semble, d'ailleurs, dans la série de 97. Hein, il me semble que Jean Grey était complètement éclaté au sol. Hein. C'est pas le cas dans cette série. Bref. Allez, on va parler du dernier épisode que j'aime beaucoup dans cette série, eh bien on va parler de l'étoffe des héros. Alors, effectivement, cet épisode est extrêmement important dans la série, puisque c'est dans cet épisode, il me semble, que les mutants se dévoilent au monde. Voilà. Et donc on voit effectivement Tornade et Beast aller à Washington afin de défendre les droits des mutants et donc d'assumer la révélation. Le problème, c'est qu'en même temps, il y a Juggernaut. Il y a le fléau qui défonce tout en Amérique et qui dévaste des villes, et donc forcément, bah, ça fout un peu Tornade, Storm donc, et Beast un peu dans la merde. Vu que derrière, ils sont à Washington pour dire « Ouais, vous inquiétez pas, les mutants, ils sont gentils », mais à côté, il y a Juggernaut qui fout la merde. Donc c'est quand même complexe. Et cet épisode est vraiment excellent, parce que c'est le moment décisif pour Cyclops, qui donc incarne à partir de ce moment-là le thème de l'épisode, c'est-à-dire l'étoffe des héros. Il devient un héros, il devient le chef, en décidant pour la première fois de la série d'aller à l'encontre des ordres de Wolverine. Wolverine qui décide de se barrer, qui décide de, écoutez les mecs, si jamais les humains normaux veulent se battre contre nous, bah on va les déboîter. Cyclope décide que c'est pas vraiment la bonne marche à suivre, et donc décide d'aller arrêter le Juggernaut, d'arrêter le fléau, sans l'aide de Wolverine, sans l'aide de Storm, sans l'aide de Beast, et surtout sans l'aide de Charles Xavier, c'est-à-dire seulement avec les élèves, c'est-à-dire lui, Diablo, Jean Grey, bref, vous avez compris. Et ça montre donc la grande audace de Cyclops, sa détermination exceptionnelle, et c'est un point de bascule pour son personnage, qui illustre donc son évolution d'un jeune mutant un peu arrogant, un peu grande gueule, à un leader courageux, décisif. Et le moment où il déchaîne son plus gros rayon laser sur la grande race du fléau, sur les grands morts du fléau, n'est pas seulement un spectacle visuel impressionnant, bon, parce que c'était stylé, mais ça symbolise surtout la croissance personnelle de Cyclops et sa volonté de prendre des risques afin de protéger les autres, même face à une menace écrasante, surtout pour protéger des gens, c'est-à-dire les humains normaux, ou des gens qui veulent sa peau. Voilà. Bref, cet épisode est excellent, il enrichit la série en montrant la complexité des enjeux auxquels les mutants sont confrontés, tant sur le plan personnel d'ailleurs que politique, et souligne effectivement l'importance du leadership et de la bravoure dans la lutte pour l'acceptation et la justice, et surtout le combat est ultra stylé. Voilà, ça m'a un peu fait rappeler le film Broly, le Super Saiyan légendaire, quoi. Tout le monde se met sur le Juggernaut, et pourtant tout le monde se fait éclater, mais bon. Grâce à Cyclope et aux autres, ils ont réussi à s'en sortir. Tant mieux pour eux. Bon alors, on va s'arrêter là, en espérant que la vidéo vous ait plu. Dites-moi hein, si vous aimez bien que je parle de Marvel. La dernière fois que j'avais parlé de Marvel, j'avais effectivement fait très peu de vues. J'avais parlé, il me semble, du comics Maximum Carnage. Donc voilà, si jamais la vidéo fait des vues, bah, je continuerai à parler un peu des X-Men et de Marvel en termes général. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous, à la prochaine.